Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale, ce soir encore d'Actualité Hebdo. Nous revisitons, comme la semaine dernière, l'année 2006 avec quelques-uns des meilleurs moments de votre émission. Ce sera dans quelques instants, juste le temps de tourner quelques pages de l'actualité de la semaine. Le vice-premier ministre, les ministres d'État, les ministres délégués et le secrétaire d'État sont réunis au palais des congrès de Yaoundé autour du Premier ministre Ephraim Eloni pour le séminaire gouvernemental sur les enjeux et défis de l'exécution du budget pour la croissance et la réduction de la pauvreté. L'objectif visé est d'édifier davantage les membres du gouvernement sur les méthodes et outils devant leur permettre d'optimiser l'exécution du budget de leurs départements ministériels respectifs au courant de l'exercice 2007. Dans son mot introductif, le Premier ministre Ephraim Eloni rappelait que le budget est le principal levier de mise en œuvre de la politique économique de l'État, tant les pouvoirs publics doivent assurer en permanence la viabilité des finances publiques et préserver la stabilité du cadre macroéconomique. Pour le chef de gouvernement, le séminaire offre l'occasion idoine pour l'amélioration des connaissances. Intervenant au début de l'exercice 2007, notre séminaire se présente à cet égard comme l'occasion idoine pour améliorer davantage nos connaissances et partant notre savoir-faire en matière de gestion budgétaire, le but ultime étant une exécution harmonieuse et efficace du budget, aussi bien dans ses aspects recettes que ceux liés aux dépenses. Mais il faudra surtout éviter les écueils et les obstacles pour la bonne gestion du budget. Ce sont, entre autres, les demandes récurrentes pour l'organisation de séminaires, le recours inconsidéré aux dépenses dites de souveraineté et la multiplication des caisses d'avance. 3 exposés majeurs seront suivis, celui du ministre de l'Économie et des Finances sur l'optimisation de l'exécution du budget, celui du ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire et surtout l'exposé du Premier ministre sur le respect des procédures de passation des marchés publics et l'efficacité de la dépense. La deuxième journée des travaux relatifs à la conférence annuelle des responsables des services centraux et extérieurs du ministère de l'Économie et des Finances était consacrée aux réunions des différents secteurs clés du département. Il était question à chaque niveau de rechercher les voies et moyens pour une bonne exécution du programme budgétaire 2007. À la direction générale du budget, par exemple, il faudra davantage veiller sur la qualité de la dépense. Ce n'est pas nous qui devons décider de l'opportunité des dépenses, mais nous savons les dépenses qu'il faut exécuter. Et les dépenses qu'il faut exécuter doivent revêtir une forme. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Ces procédures, pour la plupart en tout cas, ne sont pas facultatives. Elles sont substantielles. On doit respecter ces procédures pour que nous soyons tous d'accord de conférer aux dépenses tout leur caractère réglementaire, tout leur caractère légal. Au Trésor en 2007, une attention particulière est apportée sur le paiement des prestations de services. Le plancher de réduction avec intérieur et le plancher des paiements au titre des prestations reçues de certaines entreprises publiques. Tout cela doit être vérifié par la Direction générale du Trésor et s'assurer que nous respectons nos engagements. Du côté de la comptabilité matière, instruction a été donnée de restaurer le respect du bien public. Ce niveau, c'est véritablement... les choses vont dans tous les sens. Parce que le respect du bien public au Cameroun est une quête permanente et nous pensons devoir apporter notre contribution pour que cette quête-là puisse enfin avoir un contenu. De bonnes intentions en somme. Elles sont ainsi rendues publiques chaque année, mais restent généralement sans effet sur le terrain. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont venus nombreux des 4 coins du Cameroun
de France et même des États-Unis assister aux travaux de ce 4e congrès de Berthois, placé sous le signe de l'espoir et de la refondation du parti. Ce congrès doit nous apporter un changement pour le Cameroun du demain, pour que les femmes aussi aient une place agréable dans ce parti. Comme tout parti politique, qui a la dimension d'un parti respectable, ce congrès sûrement va apporter beaucoup d'ouverture et pourra réunir plus les militants, c'est-à-dire les militants vont de plus en plus, n'est-ce pas, s'accommoder à la chose politique et aux échéances futures. Notre congrès va nous apporter plus et beaucoup d'espoir à ma connaissance. Ce congrès permet aussi aux participants d'évaluer les performances actuelles de ce parti et d'arrêter des stratégies pour l'avenir. Pour le président de la coordination régionale Oignon et Lomé-Djeren, Magloire Ngandamé, il s'agit de reprendre la place d'antan de l'UNDP sur l'échiquier national. L'Est entend jouer un rôle primordial dans ce combat afin de redonner à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sa période de gloire. Prenant la parole, Maïgari Bello Bouba, président national de l'UNDP, invite le président de la République à confier dès à présent l'organisation des prochaines élections à Elekam. Au niveau interne, il s'agit de réorganiser les structures à la base avant les prochaines échéances électorales pour plus d'efficacité. L'objectif à terme étant sortir plus unis et plus forts. Des messages prononcés par d'autres formations politiques présentes aux travaux, notamment l'UNDR venu du Tchad, l'UDC, le SDF, l'UPC conduite par Augustin Frédéric Kodok et le RDPC par une délégation conduite par Cécile Bombankolo, l'on retient la nécessité pour tous d'œuvrer pour l'intérêt et le développement du Cameroun en prônant la paix, l'unité et l'intégration nationale. Nous avons dit que Elekam, qui peut être considéré comme une avancée, et cela grâce à l'initiative du président de la République qui a pris la décision de créer Elekam. Mais Elekam est handicapé par certaines dispositions des lois qui viennent d'être adoptées. Et Elekam est un peu faussé aussi, n'est-ce pas, par certaines dispositions des lois qui ont été prises. Et nous en appelons donc au président de la République de, aussi librement qu'il l'avait fait pour prendre la décision de créer Elekam, de prendre la décision de mettre immédiatement Elekam en charge des élections. Pourquoi est-ce que la réputation de secte vous colle à la peau? Bon, déjà, rapidement, il faut présenter la Jeune Chambre. Nous sommes une fédération mondiale de jeunes leaders entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans, dont la mission principale est de former les jeunes aux techniques de leadership, d'entrepreneurship, responsabilité sociale, solidarité, tout ceci pour apporter des changements positifs. C'est-à-dire très loin des sectes? Très loin. Et j'ai 3 raisons. Mais d'où vient la réputation? La réputation. Déjà, il faut même laissez-moi argumenter. Première raison, nous siégeons aux Nations Unies. Nous sommes membres consultatifs avec siège permanent aux Nations Unies. Nous travaillons avec près de 5 organisations spécialisées des Nations Unies. Et enfin, nous, quand vous entendez parler des objectifs du millénaire, c'est un projet Jeune Chambre. C'est pour ça que dans quelques mois, j'irai à New York en présence des 120 présidents nationaux pour évaluer l'état des réalisations. Deuxième argument, pour ceux qui sont experts en matière sectaire, on parle des gourous. Nous, chaque année, nous changeons notre leadership sur le plan local, national et international. C'est pour ça que je suis président en 2006. Donc, il y a eu un président en 2005 et il y aura un président en 2007. Quelle est cette organisation sectaire qui change de gourou? Et troisièmement, last but not the least, nous sommes quand même une organisation régie par décret présidentiel, dont vous avez dit cité par le président de la République. Alors, donnez-moi 2 organisations sectaires au Cameroun bénéficiant de ce statut. Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur le Président national. Pourquoi
on vous considère comme une secte? Tout simplement parce que pour ceux qui participent à nos activités, il y a le credo, dont les valeurs et principes, et aussi le président national a une chaîne qui est un symbole de pouvoir. Et je peux expliquer rapidement. Ce cérémonial ésotérique que tout le monde a remarqué. Non, pas ésotérique. Comment vous le qualifiez? C'est un peu comme toute activité étatique commence par quoi? L'hymne national. Vous avez le vôtre. Oui, c'est ça le credo. Les valeurs et principes. Dans l'hymne, il y a les valeurs et principes d'une nation. Alors, dans l'organisation de la Jeune Chambre internationale, j'ai pu remarquer qu'il y a une instance qui s'appelle le Sénat. Oui. C'est le Saint des Saints. Non, le Sénat, c'est des membres. Déjà, je vous ai dit, c'est 18-40 ans. Or, après 40 ans, vous devez partir. Mais pour ceux qui ont été remarquables, on les attribue cette distinction honorifique du Sénat. Donc, c'est des membres qui ont réalisé dans leur vie, jeune chambre, dans leur vie professionnelle, des actions remarquables qui méritent le fait qu'on les donne cette distinction. Cette semaine de l'entreprise ne serait-elle pas une simple manifestation pour permettre à vos étudiants de présenter leur demande d'emploi à des chefs d'entreprise? Non, pas du tout. Il s'agit d'une manifestation qui s'inscrit dans notre approche de la formation à l'ESSEC, qui est une formation qui doit s'articuler de façon optimale avec les réalités du monde socio-professionnel. Il s'agit à travers une manifestation comme celle-ci de bâtir une collaboration durable entre l'établissement universitaire qu'est l'ESSEC et le monde des entreprises. Il se dit pourtant qu'il y a une obsession et une angoisse quand on est étudiant à l'ESSEC, celle de dénicher un emploi. Est-ce que vous ressentez cet état d'esprit? Bon, l'état d'esprit peut se ressentir pour un jeune qui est encore en formation, mais dans la réalité, le taux d'insertion de nos étudiants est assez rapide. Et je me prêtais précisément à vous demander, c'est quelle proportion d'étudiants qui trouvent facilement du travail? Il n'est pas possible de vous donner un chiffre précis compte tenu de la forte mobilité des diplômés qui sortent de l'établissement. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que nous observons actuellement une situation qui est la suivante. Des étudiants qui partent en stage en entreprise et au terme de leur stage, ils ne reviennent pas soutenir leur mémoire de sortie parce que juste après le stage, ils ont un contrat d'emploi. Ce qui montre bien que la formation n'est pas si mauvaise qu'on le dit, parce que si elle était, ils ne seraient pas recrutés immédiatement après le stage. Alors, entre l'ambition affichée de la semaine de l'entreprise et les sous-entendus et ce qui se dit dans les coulisses, vous mettez quelle distance? La distance, je crois que la distance dépend de ceux qui le disent. Il est évident que si nous prenons une... Ça se dit y compris à l'ESSEC. Ça se dit y compris à l'ESSEC pour une raison simple. Si nous prenons une promotion d'étudiants ou de diplômés, il va de soi que tous ne connaissent pas le même taux d'insertion, que tous ne trouvent pas un emploi juste après la sortie. Donc ceux qui trouvent rapidement un emploi pensent que la formation est très bonne. Ceux qui mettent plus de temps à trouver un emploi se disent peut-être que c'est parce qu'on n'a pas été bien formé. Donc il faut tenir compte de cette situation. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent et disent que l'ESSEC devient chaque jour un peu plus une fabrique de chômeurs? Non, je m'inscris en faux contre cette affirmation et je voudrais que vous vous adressiez vous-même aux étudiants, qu'il s'agisse des étudiants en cours de formation, des étudiants en stage en entreprise ou bien des étudiants déjà diplômés qui sont actuellement sur le terrain professionnel. Je pense qu'ils peuvent dire le contraire de ce que vous affirmez. Alors parlons un petit peu de cette formation. Beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de cette semaine de l'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise estiment que cette formation est de plus en plus théorique et ils en veulent pour preuve que vous faites de moins en moins appel à des professionnels pour dispenser des enseignements à l'ESSEC. À quoi ça rime? Bon, disons que dans l'organisation des enseignements, il y a deux volets en termes de pédagogie, de méthode pédagogique. Il y a des enseignements qui relèvent un peu plus de la théorie. Il y a également des enseignements qui nécessitent beaucoup de pratique. Et pour ces enseignements qui nécessitent beaucoup de pratique, nous faisons naturellement
appel à des gens de terrain, à des chefs d'entreprise, à des cadres d'entreprise, sans compter nos propres enseignants permanents, dont un certain nombre ont une expérience passée ou actuelle dans le monde socio-professionnel comme consultants ou comme intervenants divers. C'est l'histoire d'un cacaoculteur, pas ordinaire du tout. Emmanuel Alphonse Nguilé, 48 ans, diplômé de l'enseignement supérieur, issu de la dernière promotion en 1982, des licenciés en 4 ans dans le domaine des sciences économiques à l'ex-université de Yaoundé, option gestion des entreprises. Emmanuel Alphonse Nguilé a choisi, ou a été contraint, il nous le dira, de replier au village, comme on dit, où il possède aujourd'hui 30 hectares de plantations dans le département du Bam-Ekim. Bonsoir, M. Nguilé. Bonsoir, M. Alain Bélibi. Alors, comment devient-on extraterrestre, c'est-à-dire cacaoculteur, quand on a en poche un diplôme de l'enseignement supérieur? C'est parce qu'on aime ou c'est parce qu'on y a été contraint? La même question, Alain Bélibi. En réalité, ce qui me concerne, c'est une question d'abord d'amour. Parce que je me souviens... L'amour du cacao. L'amour du cacao et l'amour de la terre en particulier. Alors quand vous alliez à l'école, vous vous disiez, je vais à l'école et puis demain, je rentre cultiver la terre, je rentre dans le cacao. Tout à fait. J'ai eu une éducation assez sévère en matière d'agriculture Andi-Kinimeki. Et je me souviens, mes oncles demandaient souvent à mon père, mais cet enfant, est-il vraiment étudiant ou paysan? Comment vous le montriez, cet amour de la terre, cet amour de l'agriculture? Quand je revenais pendant les vacances, je n'avais que 2 choses. Cultiver dans la matinée et jouer au football dans l'après-midi. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes un cas d'école? Vous êtes parmi les rares Camerounais à être allé à l'école jusqu'au niveau où vous êtes allé, un niveau supérieur, et en vous disant, après je retourne cultiver le cacao. Oui, aujourd'hui, moi aussi je m'en rends compte. Mais en réalité, je n'y allais pas pour être un cas d'école. Je pensais que mon expérience ferait plutôt tache d'huile. C'est plutôt la réaction des autres qui m'étonne. Parce que même lorsque je commençais, il y a des camarades qui me disaient, Nguilé, qu'est-ce qui t'arrive? On n'a quand même pas été à l'université pour aller faire les plantations. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que, avec même la désaffection de notre situation économique, 20 ans ou 10 ans après, les gens allaient plutôt me suivre. Mais je suis surpris de constater aujourd'hui que, certes, il y a eu moins de dédain pour la terre, mais pas beaucoup d'engouement pour la cacaoculture. Alors, il ne vous est jamais arrivé, durant tout ce temps, de vous dire que vous auriez pu mener une grande carrière dans la haute administration, devenir, je ne sais pas moi quoi, préfet, directeur général de je ne sais pas quoi, plutôt que d'aller dans le dédale de la brousse du Bam-Ekim avec une machette à la main? Il vous est jamais arrivé de penser que vous auriez pu faire autre chose de plus valorisant? Je préfère que le mot valorisant soit retiré. En réalité, lors des précédentes émissions avec vos collaborateurs, je leur ai dit que nous avons un problème de mentalité. Nous devons décoloniser nos mentalités. Je ne crois pas que la culture soit quelque chose de dévalorisant. Bon, tout le monde ne peut pas devenir préfet. Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Et puis le développement d'un pays, ce n'est jamais l'affaire des ministres, ce n'est jamais l'affaire des préfets. Il faut des gens, et surtout des intellectuels, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, quels que soient les discours que les gens tiennent, on a dit oui, c'est facile de dire, mais c'est difficile de faire. Alors, moi je crois que s'il y avait il y avait au moins un intellectuel de mon acabit dans chaque département en train de faire du travail, on dirait, ah tiens, cette affaire-là, ce n'est pas seulement le discours, mais la pratique peut aussi suivre. Alors moi, j'invite plutôt les intellectuels à venir me rejoindre. Je décrivais tout à l'heure votre parcours DESS de transport et logistique commerciale à l'université de Paris 9 Dauphine, et puis vous vous retrouvez aujourd'hui chef du service du personnel dans une boulangerie de la place. Est-ce que pour vous, c'est un drame? Un très grand drame. Nous qui sommes issus de familles très pauvres,
qui sommes allés à l'étranger, nous nous sommes battus pour faire des études. Nous sommes revenus. À l'époque, le contexte était favorable au travail. Ça veut dire qu'on trouvait facilement du travail. Et quelques années plus tard, vous vous retrouvez chômeur. Comment ça s'est passé? C'était le contexte qui vous a mis à la porte ou c'est qu'on vous a mis à la porte parce qu'on n'avait plus besoin de vous? Non, je ne pense pas. Ça a été à la suite d'un licenciement économique. Vous savez que les bailleurs de fonds, malheureusement, quand ils viennent, ils nous imposent certains programmes. Une société comme la SOTUC, qui était subventionnée, comme toutes les sociétés du transport du monde, on leur demande de commencer à faire le bénéfice. Pour les bailleurs de fonds, la première chose à faire, c'est le réajustement au niveau des effectifs. C'est comme ça qu'on est parti. Et il y a eu au moins 2 vagues successives. Ça veut dire que la formule qu'ils nous proposaient n'était pas la bonne. En fin de compte, on a fermé la SOTUC. Qu'est-ce que vous faisiez exactement à la SOTUC? J'ai été recruté comme cadre exploitant. J'ai occupé les fonctions de responsable du marketing, cadre exploitant adjoint, responsable de la formation. Et je crois que vers la fin, je me suis occupé de la comptabilité analytique. C'était la grande époque? La grande, je ne sais pas. C'était vers la fin, presque au moment de la fermeture, que j'ai occupé le poste de cadre responsable de la comptabilité analytique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de votre traversée du désert. Vous avez exercé divers petits métiers. C'est lesquels? Je ne peux même pas dire que j'ai exercé des petits métiers. En réalité, quand j'ai été compressé, ayant subi diverses humiliations, bon, je crois qu'on va revenir là-dessus, je me suis retrouvé même au village. J'ai fait des plantations au village pendant, je crois, 2 ans. Avec votre DSSS en poche? Oui. Après, je me suis dit, mais comment? J'ai quand même passé des années d'études, j'ai quand même quelques relations. Pourquoi ne pas revenir en ville? C'est comme ça que je reviens. Je vois un ami, dont je tais le nom, qui me fait embaucher dans une société. Malheureusement, pour certaines raisons, j'ai été obligé de partir. Et un autre ami qui m'a aussi trouvé le travail que j'exerce actuellement. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec un diplôme aussi pointu d'ESS, de transport et logistique commerciale, on ne trouve pas de travail sur la place? En réalité, moi, j'ai l'impression qu'il y a une absence de politique d'emploi au Cameroun. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Au Cameroun, on ne trouve pas l'emploi parce qu'on a le diplôme. On trouve peut-être les emplois parce qu'on a une relation. Un dernier mot, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre d'État. L'UPC demain, comment la voyez-vous? Pour le moment, c'est un parti qui sort du moule de parti, du mouvement révolutionnaire, du mouvement politique de masse, pour devenir un parti politique. Mais la rhétorique reste la même, le parti des martyrs, le parti historique. C'est le côté historique qui fait appeler parti des martyrs. C'est le côté historique. Parce que nous ne pouvons pas couper ce parti avec son histoire. Pourquoi affectionnez-vous tant cette rhétorique? Parce qu'il faut que les jeunes Camerounais qui naissent même aujourd'hui ne puissent pas oublier l'histoire de leur pays. L'histoire de leur pays, c'est quoi? C'est qu'un noyau de jeunes Camerounais s'était réuni un jour, avait décidé de créer un mouvement pour chasser les colons. Il faut que le Camerounais qui naisse aujourd'hui le sache et qu'il connaisse le nom de ces gens-là. Là, il embraye directement avec son histoire et il s'approprie son histoire. Développer les Camerounais, sans leur donner leur histoire, qu'ils se l'approprient, vous développez un pays qui ne sait pas d'où il vient. Et quand tu ne sais pas d'où il vient, tu ne peux pas savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Et si nous voulons... l'UPC va où? Vers le pouvoir. De toute façon,
on a eu l'indépendance, on a eu la réunification. Il nous reste à bâtir le pays pour que la population vive et qu'elle vive heureuse dans son pays. Voilà toute la logique de l'UPC. Il ne faut pas aujourd'hui aller dire l'UPC est là parce que l'UPC veut renverser, par exemple, le président pour prendre la place du président. C'est là où il se trouve dans la logique conflictuelle. Mais il faut avoir une ambition pour un pays et avoir des élites qui épousent cette ambition. Vous pouvez mourir, mais vous êtes sûr que ce que vous avez chéri ou agréé dans votre vie va réussir, même quand tu meurs. C'est comme ça que vous voyez pourquoi nous sommes toujours en liaison avec l'histoire. Le RDPC, après Paul Biya, ce sera quoi? Oh, ça sera un parti avec une fondation très sûre, puisque la vision du président Biya... Et vous avez parfaitement compris ma question. Est-ce que le RDPC ne tient pas simplement parce qu'il est au pouvoir? Oh, le RDPC, c'est-à-dire que la personnalité, la vision serait toujours vivante, une vision vivante, dynamique, et ce serait toujours une vivante qui est la fondation éternelle de ces mouvements, puisque quand on voit le RDPC, on voit la vision d'une personnalité qui est une vision d'une république idéale. Et donc on va vers cette république idéale, vers cette société idéale, et nous ne pouvons pas trahir les idées, les principes fondateurs de notre mouvement. Monsieur le ministre Elvis Ngolé, je vous ai volontairement appelé tout au long de cet entretien, monsieur le ministre. Vous parlez là en tant que militant du RDPC. Vous n'avez pas noté qu'il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, je suis toujours un militant convaincu et je demeure un militant convaincu. Et au-delà de toute autre chose, je suis toujours un militant et je vais rester un militant convaincu. Bonsoir, Madame le sous-préfet. Bonsoir, Monsieur Belibi. En ces temps d'égalité des genres, peut-être vaut-il mieux que je vous pose la question. Vous êtes Madame le sous-préfet, Madame la sous-préfet, Madame la sous-préfète ou autre chose encore? Pour le moment, je suis Madame le sous-préfet. Vous allez retenir que dans le jargon administratif de notre ministère, Madame la préfète ou Madame la sous-préfète, c'est l'épouse de Monsieur le préfet ou de Monsieur le sous-préfet. En ce qui nous concerne, c'est encore Madame le sous-préfet. Alors votre époux, lui, serait Monsieur le sous-préfet? Monsieur le sous-préfet également. D'ailleurs, en ce qui concerne mon époux, il a été du commandement, il a été sous-préfet, il a été sous-préfet, il a été également préfet. Donc, mon mari ne poserait pas de mal à ce qu'on l'appelle Monsieur le préfet. Lui, ses derniers honneurs, c'est Monsieur le préfet. Alors, quel est le sentiment qui prédominait en vous au moment de votre installation? Celui d'une femme heureuse d'avoir brisé les murs d'une enceinte qui était jusque-là interdite, ou alors simplement la joie d'un administrateur civil qui fait une promotion? Les deux à la fois, les deux sentiments. Celui d'une femme qui brise les murs. Vous savez, l'acte à la fois inédit et courageux du chef de l'État est en quelque sorte une révolution. Pourquoi vous dites courageux? Parce que ça ne se fait pas tous les jours. C'est pour cela que je qualifie aussi cet acte de courageux. Le chef de l'État a bien analysé dans un contexte où, dans notre pays, il y a certaines régions qui font encore obstruction à l'éclosion de la femme, à la promotion de la femme. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Dans la société du Nord Cameroun, la femme n'est pas encore également admise que dans les sociétés du Sud Cameroun. C'est pour cela que je qualifie cet acte de courageux. Alors, est-ce que vous êtes consciente de ce que d'autres personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, ont posé sur votre nomination une moue dubitative et un petit peu étonnée? Dans mon plus proche entourage, on ne cite pas les contemporains, je l'aurais cité, il y en a qui disaient qu'ils ne sont pas pour que la femme passe au commandement territorial.
et qui sont pourtant des hauts responsables dans notre société. C'est aussi pour cela que j'ai qualifié cet acte d'acte courageux, parce que c'était aussi les proches du président de la République qui lui auraient donné des conseils inverses pour que la femme ne soit pas portée à la tête du commandement territorial dans une unité. Madame Kor, avant de vous quitter, je voudrais évoquer rapidement avec vous ce qu'est l'utilité de l'école aujourd'hui. Au vu du taux de chômage au Cameroun, on peut croire que l'école est devenue une simple fabrique de chômeurs. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que l'école est encore vraiment utile? L'école, elle demeure toujours utile parce que quand on observe très bien tout ce que nous faisons dans la vie, il faudrait d'abord aller à l'école. Je le dis aux enfants tout le temps, même si c'est pour avoir une boutique au quartier, quand on est parti à l'école, on la gère mieux que quelqu'un qui ne l'a pas faite. Par rapport maintenant au taux de chômage, je dirais, il y a le chômage, mais de plus en plus, l'enseignement étant professionnalisé, je dirais qu'il faudrait quand même que les enfants fassent beaucoup plus attention. C'est-à-dire qu'ils s'imprègnent beaucoup plus de ce qu'ils font et qu'ils le fassent vraiment avec beaucoup de sérieux. Parce que quand on observe ce qui se passe, les enfants aujourd'hui, ils sont devenus immatures. Et de plus en plus, les phénomènes tels que la fémania, l'escroquerie, les corruptions et tout, les marchés attirent les attirent de plus en plus. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre un frein à cette tendance? Je me dis les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose par rapport à cela. Puisque nous remarquons, il y a des valeurs sûres qui sont là, mais ce n'est pas toujours à ces valeurs sûres qu'on fait appel. Beaucoup plus, on ne privilégie pas l'excellence. On privilégie de plus en plus d'autres critères pour pouvoir utiliser les enfants qui sortent des écoles. Et ce sont ces tendances qui font en sorte que les enfants se découragent. Est-ce que l'école camerounaise n'est pas à l'image de la société camerounaise aujourd'hui, où on parle beaucoup de corruption, où on parle beaucoup de tendances au moindre effort, où on parle de toutes sortes de mots? Est-ce que l'école n'est pas à l'image de la société camerounaise? Je me dis, notre école ne peut produire, ne peut refléter que ce que nous sommes aujourd'hui nous-mêmes. Puisque si je suis dirigeant de société et que je ne peux pas faire en sorte que les enfants, que les diplômés puissent concourir pour que je les recrute, au contraire, je favorise autre chose dans un concours où c'est l'excellence qui doit primer, c'est plutôt d'autres valeurs qui priment. Ceci voudrait dire qu'on encourage les enfants, même quand ils sont à l'école, à ne pas apprendre, à se dire si je peux monnayer par-ci, puisque à notre époque, vous-même vous le savez, il n'y avait pas le problème de faux diplômes. C'était très rare. Quand on parlait même d'un faux diplôme, la personne devenait la risée de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Ceci voudrait dire que l'école aujourd'hui reflète exactement ce que notre société est devenue. Revenons à des choses plus pratiques. Pourquoi les candidats au métier d'exploitant forestier sont si nombreux? C'est une activité. Je vous poserai la question, pourquoi il y a tout le temps les candidats pour l'entrée à l'ESTIC pour devenir journaliste? C'est une profession, donc tout le monde peut postuler, et notamment la loi est claire dessus, tout Camerounais peut postuler à la profession d'exploitant forestier. Dans le cadre, et c'est la même chose dans la sous-région. Ce ne serait pas un Eldorado par hasard?
Oh, Eldorado, ce fut un Eldorado dans le passé. Mais maintenant, je vous dis, avec la gestion durable, les normes qui sont en train d'être mises en place, ce n'est plus tellement ce que les uns et les autres pensent. Voilà, on tourne la page et on revient à la rencontre que vous avez tenue cette semaine à Yaoundé. Voilà des parlementaires qui parlent aujourd'hui de forêt, après les chefs d'État, après les pouvoirs exécutifs. Qu'est-ce que les parlementaires viennent chercher là? Moi, je voulais dire, la réunion de Yaoundé aujourd'hui, j'aurais dû l'intituler l'évaluation de la marche de février 2005 à nos jours, qu'on essaie d'évaluer ce que les résolutions fortes que les chefs d'État ont prises à Brazzaville. Bon, je parlerai notamment de la Comifac. Cette réunion devait être normalement organisée par l'organe régulateur qui est la Comifac, premièrement. Et deuxièmement, il y a un problème. Lorsqu'on parle de gestion durable, lorsqu'on parle des lois, les parlementaires doivent être informés de tout ce qui est législation en matière de gestion durable des forêts. Donc, il était question, à mon sens, à la suite des chefs de l'État, qu'on amène les parlementaires, qu'on évalue la marche et qu'on essaie de vulgariser les différents textes en matière de gestion durable et les conventions internationales. Et de là, essayer de voir si on peut internationaliser les lois nationales avec les conventions internationales pour arriver au même pied d'égalité à gérer durablement nos forêts. Voici ma question. Quoi de neuf après la rencontre que vous avez tenue cette semaine? Quoi de neuf? Il y a eu quand même... on a pu échanger des expériences d'un pays à un autre. Quoi de neuf? Je crois qu'à mon sens aujourd'hui, cette réunion aurait eu une portée d'envergure si la Comifac avait rassemblé tous les textes. Et je continue à le dire parce que les chefs d'État ont donné mandat à la Commission des forêts d'Afrique centrale de gérer, de conduire ces secteurs à bon port. Mais la Comifac aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le traité instituant la Comifac n'a pas encore été ratifié, mais le Cameroun l'a déjà fait. Bon, si on en arrive donc aujourd'hui, on aurait pu arriver à une évaluation de la marche parcourue jusqu'aujourd'hui. Bon, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, l'Assemblée nationale a pris l'initiative de rassembler les parlementaires pour leur parler de la gestion durable. Voilà. Alors, conclusion logique, la réunion de Yaoundé, celle que les parlementaires viennent de tenir, était l'occasion pour les parlementaires de servir de porte-voix à des choses qui ont déjà été dites. Dit porte-voix, je ne pense pas. Mais je crois que c'est peut-être parce que lorsqu'on voit les sous-thèmes, peut-être les sous-thèmes n'ont pas été déblayés dans le sens souhaité, mais il faut quand même sensibiliser les parlementaires. Je crois que la réunion de Yaoundé aurait eu le mérite d'avoir sensibilisé. Parce que lorsqu'on parle des parlementaires, le législateur vote les lois. L'exécutif applique ces lois. Mais aujourd'hui, il est quand même très anormal. J'ai suivi du président du comité d'organisation qu'il y a des députés qui ne connaissent pas la loi de 1994, qui ne connaissent pas les lois. Si vous ne connaissez pas les lois nationales, je ne voudrais pas penser que vous connaissez les conventions internationales. Dans l'absolu, est-ce que le dialogue peut être vraiment franc entre l'État et le secteur privé? Les intérêts semblent divergents de l'État au secteur privé. Contrairement à ce que l'on pense, les intérêts doivent être convergents. On ne peut pas construire une économie et subséquemment un pays s'il n'y a pas le dialogue entre le privé et le public. Il faut que ce dialogue soit franc, constant, constructif et réel. Ça, c'est un idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. Nous sommes en mesure de le faire. Pourquoi, dans la réalité, ça se passe comme ça? Pourquoi cela se passe-t-il ailleurs et pas au Cameroun? Pourquoi? Pourriez-vous me dire pourquoi? Parce que nous cherchons encore la volonté politique. Il faudrait que l'administration comprenne qu'elle n'est pas l'alpha et l'oméga du pays. Il faudrait aussi que le secteur privé comprenne et soit conscient de ce qu'il n'est ni l'alpha, encore moins l'oméga. Mais dans notre pays, il y a un vrai problème, M. Bédébi. Qu'est-ce qu'on entend par secteur privé? Vous voyez? Je pense que le GICAM, dans les prochains jours, doit faire une contribution intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que le secteur privé? Demandez à un ministre de notre pays qui représente le secteur privé. Posez-lui la question. Vous entendrez ce qu'il va vous dire. Et du point de vue du GICAM, c'est quoi le secteur privé? Le secteur privé, c'est l'ensemble des structures qui représentent les entreprises privées. C'est ça le secteur privé.
ou l'ensemble des organisations qui, parce qu'elles sont sérieuses, parce qu'elles sont localisables et parce qu'elles sont organisées et produisent des supports intellectuels de réflexion, représentent dans le secteur privé. Et de ce point de vue, nous pensons, jusqu'à plus ample informé, que le GICAM représente le secteur privé. Et du côté de l'administration, ce n'est pas le même son de cloche? Il ne m'a pas toujours semblé que c'est cela, dans la mesure où nous sommes aussi dans un pays, et il faudrait qu'on le dise, qu'on accepte qu'on le dise, que la contradiction ne fait pas partie des usages. Elle ne fait pas partie des usages. Dès lors que vous contredisez, on dit, mais ces gens du GICAM, ils croient que c'est eux qui décident de tout dans ce pays. Mais non, l'administration doit comprendre que seule, elle ne pourra rien. Et nous devons aussi comprendre que nous avons besoin de l'administration simplement parce que c'est l'administration ou c'est l'État qui fixe et qui cadre l'environnement des affaires. Pendant que nous sommes appelés à produire de la richesse. Et le problème, M. Bélibi, pour répondre à la question que vous avez posée il y a quelques minutes, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, la majorité n'a pas encore compris qu'il est nécessaire, étant entendu qu'une chose est nécessaire quand on ne doit pas s'en passer, il est nécessaire, disais-je, que l'entreprise soit placée au cœur de nos stratégies. Et c'est à cette condition seulement que l'on pourra un jour parler de vraie croissance au Cameroun. Ça veut dire que l'administration vous fait concurrence, n'est-ce pas? L'administration veut se placer au cœur de la croissance, c'est-à-dire se substituer à l'entreprise. Ce n'est pas ce que je voulais dire et je m'en excuse. Je voudrais simplement que chaque entité, chaque organisation comprenne et reconnaisse sa place dans l'évolution de notre pays. Nous sommes des membres d'un même corps. Et c'est en reconnaissant la place de chacun, en nous donnant la main, que nous allons vraiment faire en sorte que la croissance soit palpable au niveau des populations. Et ça, je pense même que politiquement, c'est très important. Cela dit, en admettant que vous ne dansez pas au même rythme, l'administration et le secteur privé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre qui vient de se tenir à Yaoundé? On peut retenir deux choses, sommairement parlant. La première, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la nomination rapide des dirigeants de l'Agence de promotion des investissements et de l'Agence de promotion des exportations. Si vous permettez, avant que je ne poursuive ma réponse, que je dise ceci. Nous souhaitons très sincèrement et de manière coopérative que cette nomination se fasse d'une manière objective. Et l'objectivité dans ce cas serait par exemple que le gouvernement fasse appel à des chasseurs de tête, des cabinets de chasseurs de tête qui sont à même de trouver les oiseaux rares qui pourront vraiment diriger ces structures dont le travail pourrait, il me semble, contribuer à l'éclosion de la croissance longue et durable dans notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois pouvoir dire ici que si l'on parle de partenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dialogue gagnant-gagnant. Le secteur privé ne doit pas venir en croyant qu'il a raison, qu'il a la vérité infuse et qu'il doit tout remporter. L'État ne doit pas comprendre, l'administration, pardon, ne doit pas penser un seul instant que c'est elle qui décide et nous faisons une dictée. Non, cette période est révolue. Donnons-nous la main. Que l'État prépare ce qu'on appelle l'environnement des affaires, et je pourrais expliquer ce que cela veut dire dans un instant, et que le secteur privé soit un secteur privé qui privilégie l'éthique, qui privilégie sa conscience du sens des responsabilités et qui comprenne que le moment est venu d'être compétitif parce que la mondialisation ne pardonnera personne. Et notre pays a assez d'atouts pour pouvoir compter parmi les grands de ce monde. Monsieur le directeur Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, Monsieur Mohamed Bergogui, quelle est la spécificité de l'action du FIDA? On en connaît beaucoup des interventions dans le monde rural. Est-ce que le FIDA a une spécificité, quelque chose qui lui est propre? C'est la seule institution au niveau global, la seule, je le répète, au niveau global, qui a un mandat clairement spécifié
de lutter contre la pauvreté rurale, je le précise, la pauvreté rurale, et appuyer le développement de l'agriculture et l'amélioration de la nutrition dans les zones les plus démunies de la planète. C'est un mandat qui est spécifique, qui est clair. Le FIDA est l'une des institutions les plus jeunes du système des Nations Unies. Elle a été créée seulement en 1978. D'autres institutions existaient déjà. Ces institutions-là travaillaient dans le domaine du développement. Mais la communauté internationale a senti le besoin d'une institution qui travaillerait dans les zones marginalisées, avec les populations marginalisées, les plus éloignées, celles qui n'ont pas accès au marché, de manière à leur permettre, elles aussi, de se développer, d'avoir accès au marché, de s'autopromouvoir et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté au niveau national. Donc notre spécificité est très claire. Alors vous parlez beaucoup au FIDA de l'approche participative lorsque vous intervenez dans le monde rural. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Vous faites des sondages, vous tenez des audiences foraines. Comment vous faites participer le monde rural à vos décisions? Alors, vous me permettez d'abord de commencer par expliquer comment nous fonctionnons. Notre intervention, la porte d'entrée de notre intervention dans un pays passe par l'élaboration d'une stratégie d'intervention sur 3-5 ans. Ensuite, cette stratégie d'intervention est mise en œuvre à travers des projets et des programmes qui peuvent durer entre 5 et 7 ans par projet ou par programme. Notre mot-clé est l'approche participative. Nous faisons en sorte de faire participer les populations déjà au moment de la conception de notre stratégie d'intervention. 2 approches. La première, des études préliminaires synthétisées, et ensuite validées par ce que nous appelons des ateliers de concertation et que vous pouvez appeler aussi audiences foraines. Dans ces audiences foraines ou de ces ateliers, nous avons la participation des organisations paysannes, de la société civile, des experts camerounais en développement rural, du secteur privé, des élus locaux. Et présentement, nous avons commencé un tel processus depuis quelques mois. Nous évoluons maintenant vers la clôture de notre stratégie. Ça, c'est une spécificité réelle du FIDA. Au-delà de cela, je vous ai dit tout à l'heure que dans nos programmes, nous voulons que les priorités soient définies par les populations elles-mêmes. Nous voulons que la mise en œuvre soit faite avec la participation des populations et que l'évaluation des programmes soit aussi faite par les populations. Nous avons d'ailleurs conçu depuis 2 ans un nouveau système d'évaluation où tous les indicateurs sont en fait définis par les populations elles-mêmes et les fiches sont remplies par les populations elles-mêmes. C'est l'agrégation de ces résultats-là qui remonte à Rome avant nos missions de suivi et d'évaluation qui sont régulièrement envoyées sur le terrain. Et comment s'assurer? Donc la caractéristique principale, si vous me posez la question, la caractéristique principale, c'est la participation. C'est la participation et c'est le partenariat. D'ailleurs, c'est le premier pilier de la stratégie d'intervention du FIDA dans le monde. Soutenir les organisations de producteurs et les appuyer dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs programmes prioritaires. Une tradition un petit peu gênante a été respectée à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. On a fait la fête avec tambours et trompettes autour de ce qu'on peut qualifier de drame. À quoi obéit ce côté festif? Pour ma part, il n'y a pas de côté festif en tant que tel. Je pense que c'est très important de maintenir la conscience nationale et la conscience internationale tout à fait au bon niveau des défis que nous pose cette pandémie aujourd'hui. Mais ces tambours et trompettes peuvent donner l'impression que la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est comme les autres journées mondiales, une occasion de défoulement. Non, je ne pense pas. Ce qui est important, c'est les messages.
qui sont derrière cette célébration et quel est l'engagement que la communauté mondiale prend et quel est l'engagement que chaque communauté nationale doit prendre par rapport à cette épidémie. Mais d'une manière générale, l'impression s'est installée que le sida a été transformé en bon filon. On organise une petite fête à l'occasion, les séminaires se succèdent à une cadence impressionnante avec leur cortège de per diem et autres dépenses. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une récupération lucrative du phénomène sida? Le problème du sida est un problème qui est d'un enjeu vital. C'est une pandémie. Pourquoi une pandémie? Parce que c'est une épidémie qui touche le monde entier, l'humanité entière est concernée. Et elle n'a pas de frontières à ce titre-là. Les ravages de cette pandémie sont connus aujourd'hui. Et je voudrais bien rappeler que cette année 2006, c'est 39,5 millions de personnes qui vivent avec le VIH au moment où nous parlons, et bien plus déjà. Et en Afrique subsaharienne, sur les 4,3 millions de nouvelles infections, c'est 2,8 millions de nouvelles infections, plus de 65%. Cela nous semble très sérieux pour décider l'ensemble des acteurs pour pouvoir prendre de nouveaux engagements pour agir. Malgré les investissements qui sont faits, l'épidémie continue de croître. Ça veut dire que nous devons renforcer les interventions et rechercher des solutions peut-être plus novatrices que celles que nous avons appliquées à ce jour, notamment sur le front de la prévention. On note en permanence chez vous un petit côté populiste, comme une tendance à rassembler des foules derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire, ces foules-là? Mais absolument pas. Les sujets que nous posons sont des sujets d'intérêt collectif. Et nous touchons les domaines qui concernent le maximum de Camerounais. Restons dans le cas d'espèces. Voyez-vous, ici au Cameroun, de plus en plus aujourd'hui, on importe des produits consommés. On ne le dit pas assez. Le premier employeur au Cameroun, c'est le secteur agricole, qui emploie 60% de nos actifs. Alors, voilà que ce secteur agricole est abandonné et on a le taux de chômage qui augmente. Les gens voient ce taux de chômage. Les gens voient les Camerounais dans la rue. Les gens voient les Camerounais dans l'inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir manipuler ces foules-là? Mais absolument pas. Mais ce n'est pas des foules muettes, mais absolument pas. Surtout que nous exprimons de manière la plus transparente possible. Nous jouons carte sur table par rapport aux problématiques que nous posons. Et loin de nous, autant que je rassure ces personnes-là, loin de nous une envie de faire le travail des autres. Je dis bien loin de nous l'envie et même l'ambition de faire le travail des autres. Tout au contraire, ceux-là, on les respecte au plus haut chef. Alors, pas de parti politique. Absolument mais pas. Tout au moins un groupe de pression. Mais bien évidemment, puisque c'est un moyen reconnu à la société civile. Nous travaillons sur base du plaidoyer et du lobbying. Et derrière le plaidoyer et le lobbying, c'est la négociation. Pour pouvoir négocier, il faut montrer une certaine crédibilité, il faut montrer, si vous me permettez le terme, une certaine légitimité par rapport aux problèmes qu'on pose. Groupe de pression sur qui? Pression sur qui ou contre qui? Non, groupe de pression sur l'ensemble des dépositaires d'enjeux. Quand nous abordons une problématique, nous identifions qui sont les dépositaires d'enjeux autour de cette problématique et la pression va vers ces gens-là. Alors, dans le cas d'espèces, pour parler de la souveraineté alimentaire, ou plus précisément, pour parler de la subvention que nous demandons pour les producteurs, il y a le législatif, qui est conduit par le président de l'Assemblée nationale, 2, l'exécutif, qui est conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'autorité suprême que nous n'abordons pas par respect à l'heure actuelle, le chef de l'État. Et à côté de ces deux premiers autres, il y a les bailleurs de fonds. C'est eux qui, à nos yeux, constituent les dépositaires d'enjeux par rapport à la problématique de la subvention en milieu rural. C'est vers eux que nous adressons. Maintenant, il y a une petite querelle sur vos méthodes d'action. Vos méthodes d'action, c'est les pétitions, comme on vient de le voir, c'est des marches. Il y a même eu une époque où vous avez envisagé un sitting devant la Banque mondiale. Est-ce que vous ne vous positionnez pas clairement dans l'opposition politique? Non, mais absolument pas. Loin de nous. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que dans un environnement comme le nôtre, j'assume peut-être en partie ce que je dis, où l'opposition fait preuve de faiblesse, qu'on pense que c'est nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons remplacer l'opposition. Mais absolument pas.
nous ne sommes pas un parti d'opposition. Non. Tout au contraire, autant que je vous le dise, le respect des institutions et le respect des personnes qui sont désignées pour incarner ces institutions sont les valeurs fondamentales de la citoyenneté, qui est la nôtre. On a beau faire, on a beau dire, pour le commun des Camerounais, le titre foncier reste un document qui s'obtient à coup de dessous de table, de pots de vin, de trafic d'influence. Est-ce que le ministre des Domaines et des Affaires foncières peut affirmer ce soir que la réforme du 16 décembre 2005 a eu l'effet d'un coup de baguette magique pour éradiquer la corruption? Est-ce que l'importante réforme qui a été entreprise par le chef de l'État a annulé tous les travers? Non. Parce que l'imagerie populaire reste constante. Ce qui est évident, c'est que depuis 1 an, les délais ont été raccourcis. Nous avons gagné en temps et je puis, comme vous l'avez vu, descendre moi-même sur le terrain et montrer que le pari de 6 mois de délai maximum que nous avions pris dès le lancement de cette procédure, ce pari a été tenu, c'est-à-dire nous avons vérifié qu'une demande a été déposée dans le cadre de cette procédure, dans une sous-préfecture, elle a été traitée à tous les échelons, elle a abouti à la délivrance d'un titre foncier. Le titre foncier était là. C'était même 5 mois plus tard. Maintenant, la procédure est aussi descendue près de l'usager, ce qui diminue les tentations. Vous savez que l'ancienne procédure remontait jusqu'à la direction des domaines qui intégrait l'actuelle direction des affaires foncières. Et l'éloignement, le stock des dossiers fait en sorte que plus de 10 000 demandeurs se retrouvent à Yaoundé et pour sortir son dossier, on est souvent tenté de proposer ou de se laisser demander. Oui, alors, monsieur le ministre, je parle comme le commun des Camerounais, on a décidé de démocratiser le gombo. Donc de démocratiser l'obtention de cet important titre foncier. Le projet de loi portant création d'Elections Cameroun a été adopté en l'absence du principal parti de l'opposition, le SDF, qui a refusé de prendre part au vote. Ça a les allures d'un péché originel. C'est quelque chose qu'on regrette. Je ne sais pas qui a commis le péché original. Celui-là en assumera certainement la responsabilité. On aurait bien voulu voir tout le monde au débat, que ce soit les partis d'opposition qui sont restés, ou la majorité, ou le gouvernement. Probablement que s'ils avaient participé au débat, il aurait peut-être eu un plus, je n'en sais rien, mais c'est aussi cela une des manifestations de la démocratie. Actualité Hebdo reprend son cours normal dimanche prochain, mais l'émission de ce soir, nous la dédions à la mémoire de Saint-Lazare Amougou et de Pierre-Emmanuel Minkoulou, 2 amis et 2 collègues qui nous ont quittés ces derniers jours. Bonne semaine et à dimanche.